Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler d'un mangaka qui a inspiré des anciens comme Masashi Kishimoto ou encore Naoki Urasawa. C'est l'auteur d'un classique du manga mais aussi d'un des films d'animation les plus iconiques. On va parler aujourd'hui de Katsuhiro Otomo, l'auteur de Akira. C'est parti. Katsuhiro Otomo, il est né le 14 avril 1954 dans la préfecture de Miyagi au Japon. Miyagi s'est situé dans le Tohoku, qui est une région très rurale. C'est là qu'il grandit, et le peu d'activité aux alentours le pousse à lire beaucoup de mangas. Seul garçon au milieu de toutes ses sœurs, Katsuhiro Otomo il va développer rapidement une passion pour la lecture et pour le dessin. Il raconte que ses parents le limitaient à l'achat d'un manga par mois, et son choix s'orientait souvent vers le magazine shonen de Kobunsha. Donc la Kobunsha, c'est une maison d'édition créée en 1945 et qui est une filiale de la Kodansha. Il publie plusieurs magazines, dont Shonen que je viens de citer, et qui est un mensuel. Dans ce magazine, on retrouve des mangas comme Astro Boy d'Osamu Tezuka ou encore Tetsuji Nijuashi de Mitsuteru Yokoyama. Ces mangas seront d'ailleurs parmi ses premiers modèles de dessin dès l'école primaire. Il raconte également que c'est grâce au livre How to Draw Manga de Shotaro Ishinomori qu'il a vraiment appris à bien dessiner. Shotaro Ishinomori, c'est le dessinateur derrière Cyborg 009, publié en 1964, ou encore Kamen Rider, le célèbre tokusatsu sorti en 1971. Dès le lycée, Katsuhiro Otomo il va se passionner pour le cinéma, mais il va continuer de développer son amour pour la BD et le manga. A cette époque, un de ses amis va le présenter à un éditeur de la Futabasha. La Futabasha, c'est une maison d'édition créée en 1948 et qui publie plusieurs magazines, dont notamment le Weekly Manga Action qui prépubliera des mangas comme Coq de combat ou encore Cutie Oni de Gonagai. Après avoir checké ses dessins, cet éditeur il va l'encourager à le contacter s'il s'installe à Tokyo après l'obtention de son diplôme. Il en fallait pas plus à Katsuhiro Otomo qui va suivre ce plan et qui va démarrer une carrière de mangaka professionnel dès la sortie du lycée. Comme tout artiste, Katsuhiro Otomo il a de multiples influences. Tout d'abord, il va puiser son inspiration des grands noms du manga de son enfance et il va citer particulièrement trois d'entre eux. D'abord le légendaire Osamu Tezuka qu'on ne présente plus, puis Shotaro Ishinomori dont on a parlé juste avant, et Mitsuteru Yokoyama, le créateur de Tetsuji Nijuashi. Il va citer également d'autres mangakas sur des points plus spécifiques. D'abord Shigeru Mizuki, le roi du manga d'horreur, qui l'a beaucoup influencé sur le dessin des arrière-plans détaillés, et Tetsuya Shiba, le créateur de Ashita no Joe, notamment sur l'importance accordée au cadrage. Katsuhiro Otomo il exploite aussi beaucoup la technologie et les mechas dans ses œuvres, il citera donc quelques artistes qui l'ont inspiré à ce sujet, notamment les combinaisons motorisées de Kazutaka Miyatake et Naoyuki Kato, deux des fondateurs du studio NU qui sont à l'origine de Space Battleship Yamato par exemple. Il citera aussi Takashi Watabe et Makoto Kobayashi et leur travail sur Neo Genesis Evangelion. Je vais finir avec une autre inspiration, française cette fois-ci, qui est le grand Mobius. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mobius, de son vrai nom Jean Giraud, c'est sans doute l'un des dessinateurs français les plus influents à l'international. Il est à l'origine de BD comme Blueberry, et il a participé à la conception graphique de films comme Tron ou encore Alien. Avant de parler de ses véritables débuts, Otomo avait dessiné sa première œuvre en 1971 qui s'appelle Machi Uri no Shoujo mais qui n'a jamais été publiée. J'ai trouvé peu d'informations sur cette œuvre si ce n'est qu'il est question de confrontation entre une bande de jeunes voleurs et la police. Des années plus tard, il sortira une œuvre avec un titre similaire mais dont l'histoire est centrée autour d'un vendeur d'allumettes. En 1973, Otomo il a 19 ans et comme on l'a vu juste avant, après le lycée il part à Tokyo pour tenter sa chance. Il va avoir une opportunité avec le magazine Action Comics avec qui il publiera sa première œuvre, Jusei, qui est une adaptation de la nouvelle Matteo Falcone, écrite par Prosper Mérimée en 1829. Matteo Falcone, c'est l'histoire d'un berger corse craint et respecté qui vit dans le maquis avec sa femme et son fils. Un jour, alors que leur fils est seul à la maison, il va se retrouver face à un bandit blessé et recherché et qui va lui demander de l'aide. Pour revenir sur l'Action Comics, c'est un des magazines publiés par la Futabasha, ce qui est logique étant donné que quelques années auparavant, il avait rencontré un éditeur de cette maison d'édition qui lui avait présenté un ami. Il va travailler pour la Futabasha pendant presque 10 ans, pendant lesquels il va créer une soixantaine d'histoires courtes. La plupart de ces histoires se retrouveront plus tard dans des recueils comme Boogie Woogie Waltz ou encore Short Piece sur lesquels on reviendra plus tard. Pendant ces années, il va affiner son style pour s'approcher du réalisme et affirmer ses thèmes de prédilection comme les histoires futuristes et la violence. Il ne devient pas encore célèbre et son travail commence à être très apprécié par les cercles d'amateurs de manga. Pour reprendre un peu cette première partie, Katsuhiro Otomo grandit dans une région rurale, ce qui va le pousser en fait très tôt à développer une passion pour le dessin et la lecture. Dès la primaire, il reproduit des mangas populaires de son enfance comme Astro Boy d'Osamu Tezuka et Tetsuji Nijuashi de Mitsuteru Yokoyama. Au lycée, il va rencontrer un éditeur de la Futabasha qui va en fait lui proposer de le contacter s'il s'installe à Tokyo. En 1973, il va donc partir pour Tokyo et y tenter sa chance. Il va avoir rapidement une opportunité avec la Futabasha avec lesquelles il va rester presque une dizaine d'années et pour lesquelles il va créer de nombreuses histoires qui seront par la suite compilées dans des recueils. Pendant ces années, il va vraiment affirmer son style jusqu'à sortir ses premières œuvres vraiment abouties.
On est maintenant en 1977 et Katsuhiro Otomo il va sortir sa première œuvre un peu plus aboutie, Sayonara Nippon. L'histoire se déroule à New York où on suit un jeune karatéka japonais qui essaie de trouver sa place. Ce personnage va donc promouvoir son club d'entraînement à travers des démonstrations dans la rue et faire des rencontres. Otomo va sortir cette histoire en plusieurs parties. Une première en 1977, puis 10 autres entre 1977 et 1980. Le tout sera compilé dans un recueil du même nom sorti en 1981. En 2002, une nouvelle édition sera publiée par la Kodansha et appelée Otomo The Complete Works Volume 4. En 1979, Otomo va sortir une œuvre qui est considérée comme beaucoup comme un vrai jalon dans sa carrière, Fireball. Cette histoire a lieu dans une ville futuriste gérée secrètement par une intelligence artificielle nommée Atom, et pour lutter contre ce système et le renverser, un groupe de combattants s'est formé. L'un de ces combattants a un frère aîné avec qui il a perdu contact et qui travaille du côté des forces de l'ordre dans la brigade anti-émeute. Ce frère possède des pouvoirs psychiques que le directeur de la brigade anti-émeute souhaite exploiter en le connectant à Atom. Alors que le frère cadet est abattu en tentant d'infiltrer la base gouvernementale, les pouvoirs psychiques du frère aîné se réveillent de manière violente. Cette œuvre elle va rester inachevée et Otomo déclara qu'il a commencé à galérer après 20 pages. Mais grâce à cette histoire, il va poser les bases des thèmes qu'il exploitera par la suite dans Domu et Akira, à savoir la psychokinésie et les combats pour la liberté. Il déclara également qu'Akira est né de la frustration de ne pas avoir terminé Fireball. Au-delà des thèmes abordés, Otomo va vraiment imposer son style artistique à travers cette œuvre. Petite anecdote, le nom d'Atom utilisé pour l'IA est emprunté à Astro Boy d'Osamu Tezuka. Cette histoire, Otomo va l'écrire de 1978 à 1979 sous forme de 12 histoires courtes qui seront compilées en 1990 dans le recueil Kanojo no Omoide et en 2023 dans Otomo The Complete Works Volume 5, les deux étant publiés par la Kodansha. Donc là on vient de voir deux grosses œuvres d'Otomo, Sayonara no Nippon et Fireball. Ces deux œuvres qui vont poser vraiment la base de son style artistique et les thèmes qu'il va aborder par la suite. Mais comme je vous l'ai dit dans la première partie, il a produit énormément d'histoires pour la Futabasha. D'ailleurs, j'ai galéré pendant mes recherches pour savoir comment j'allais démêler le fil et vous présenter les choses. C'était quasiment impossible de le faire de manière chronologique sans rentrer dans un listing vraiment long. En fait, de 1973 à 1983, Otomo il n'a pas arrêté d'écrire des histoires courtes. Et il va les rassembler dans des recueils. On vient d'en voir deux majeurs, mais laissez-moi vous présenter les autres. Je vais commencer avec Boogie Woogie Waltz. Il s'agit d'un recueil composé à la base d'une dizaine d'histoires et publié en 1982. On y retrouve des œuvres datant de 1974 à 1976. Dans cette période, Otomo est encore dans sa vingtaine. On peut voir que les histoires se déroulent en général en ville, l'atmosphère est assez sombre, on y voit de la nudité, de la violence, des armes et un trait assez sombre. On peut déjà constater que le niveau de dessin d'Otomo il est assez ouf pour son jeune âge, même si c'est pas encore au niveau de ce qu'il fera par la suite. Pour vous donner un peu plus de détails, dans ce recueil on va retrouver les œuvres suivantes. Boogie Woogie Waltz, Mezameyo Toyobu Koe Hari, Shinju, Kizudarake no Tenchi, Tsujigiri, Kagami. En 2022, une nouvelle édition du recueil va être publiée par la Kodansha, dans laquelle seront ajoutés One Down et Kagami Jingoku. Il sera nommé Otomo The Complete Works Volume 2. Le deuxième recueil est Highway Star, dans lequel on retrouve 12 histoires courtes réalisées entre 1975 et 1977. Une première édition du recueil sera publiée en 1979, puis une nouvelle en 2022 sous le nom de Otomo The Complete Works Volume 3. On y retrouve des histoires à l'humour noir et au ressort plutôt absurde, comme par exemple Sukato Tsukiri, sorti fin 1975. Dans cette histoire, Tokyo est plongé dans une chaleur insupportable. Le protagoniste de l'histoire va alors décider de voler un ventilateur mais va rater son coup. Il va être pris en chasse et va finir par se réfugier chez une famille qu'il prend en otage. Dans ce récit, on est vraiment sur de l'humour noir. Ou encore Highway Star, sorti en 1976 et duquel le recueil tire son nom. L'histoire est centrée autour d'un homme qui va rencontrer une femme alors qu'il cherchait de l'essence. Les deux développent une complicité et décident alors d'aller siphonner un réservoir, puis de participer à des courses automobiles pour empocher quelques yens. Dans ce récit, on a un clin d'œil à Fireball, dont le nom est écrit sur la portière de la voiture du protagoniste. Je ne vais pas détailler toutes les histoires, mais on retrouvera également les titres suivants. Shusei Sanshi no Yuki-chan, Suzume Gachiun, Tenmo Nishite Morasazu, Tsuyano Atosaki, Seiso, Ashitano Yakusoku, Sayonara no Omiyaje, Kazoku. Good Weather est un recueil comprenant une dizaine d'histoires publiées entre 1974 et 1980. C'est le troisième recueil publié par Otomo en 1981. De ce que j'ai vu dans ce recueil, il n'y a pas vraiment de science-fiction. On y retrouve les histoires suivantes. Chuck Check Chicken, Tokyo Changpong, Shinsho Senki, Good Weather partie 1 et partie 2, Aino Kaikaku, Virgin Shadow, Katsukare, So What, Amelingo partie 1 et partie 2, Boogie Woogie Waltz partie 1. Short Piece, c'est un projet un peu particulier. C'est ce qu'on appelle un projet multimédia, puisqu'en plus d'un recueil d'une dizaine d'histoires,
Otomo sortira des années plus tard un film d'animation en 4 parties distinctes, puis un jeu vidéo en guise de 5e partie. Concernant le recueil, il est composé d'histoires publiées entre 1976 et 1978. La plupart de ces histoires abordent des sujets bien sombres avec une grosse dose de second degré. Certaines histoires n'ont pas réellement de trame, mais se concentrent sur l'impact des dessins. A titre d'exemple, on a dans ce recueil Nothing Will Be As It Was, qui raconte l'histoire d'un personnage qui vient de commettre un meurtre. Ne sachant pas quoi faire du corps, il va le découper en morceaux, le conserver, puis le manger au fur et à mesure de ses repas. Les autres titres du recueil sont Uchu Patrol Sigma, Round About Midnight, Schoolboy on Good, Cinema Club, Taima Sakai, Whiskey Gogo, Yume no Sukyu, Okasu. Je vous invite à checker parce que c'est vraiment des œuvres très intéressantes. Côté film d'animation, les 4 parties sortiront en 2013, donc bien plus tard. Et on a donc Tsukumo qui est le premier, puis Ino Yujin, Gambo et Buki Yosaraba. Enfin, pour terminer sur Short Piece, en 2014 sortira Tsukigime Ranko no Ishiban Nagai-i, un jeu vidéo en scrolling horizontal disponible uniquement sur Play 3 et qui viendra clore la saga. Hansel to Gretel est un recueil composé d'une vingtaine d'histoires publiées entre 1978 et 1981. On y retrouve des histoires de notre enfance qui sont revisitées en mode Otomo, c'est-à-dire bien sombres et violents. Parmi ces histoires, on retrouve des classiques comme Cendrillon, Blanche-Neige, Ali Baba, Robinson, Le Magicien d'Oz ou encore Alice au Pays des Merveilles. Je vous inviterai bien à les lire, mais c'est assez compliqué de les trouver. J'ai réussi à les retrouver sur eBay, mais uniquement en japonais et ça commence à valoir assez cher. Pour finir sur cette partie des recueils d'Otomo, on va parler de Kibun wa Mo Senso. Cette œuvre, c'est une collaboration entre Toshihiko Yahagi, qui écrira l'histoire, et Otomo qui se chargera des dessins. Toshihiko Yahagi, c'est un auteur qui a notamment collaboré avec le grand Jiro Taniguchi sur Samurai non Grata. Dans cette histoire, on suit les périples d'un japonais pendant le conflit sino-soviétique. En réalité, c'est plus complexe que ça, étant donné qu'il s'agit d'une histoire divisée en une dizaine de chapitres, dans lesquels on suivra parfois d'autres protagonistes à différents endroits sur Terre. On se retrouve donc en Chine, en Russie, au Japon, en Afghanistan ou encore à New York. L'histoire, c'est clairement une critique de la guerre et le récit est jalonné d'humour noir. Les chapitres ont été initialement publiés dans le Weekly Manga Action de la Futabasha entre 1980 et 1981, puis seront compilés en 1982 dans un tome. Cette œuvre, elle remportera le prix Seiyun en 1982 dans la catégorie meilleur manga de l'année. Pour rappel, le prix Seiyun, c'est un prix japonais qui récompense les œuvres de science-fiction depuis 1970. En 2019, donc 37 ans plus tard, ils vont sortir une suite. Kibun wa Mo Senso 3, Data Kamo Shirenai. Bon, c'était une partie un peu dense et difficile à résumer. Otomo, il a été très prolifique entre 1973 et 1983, où il a écrit beaucoup d'histoires courtes. Ces histoires, elles vont être compilées dans des recueils. Et donc, pour reprendre, on a Boogie Woogie Waltz qui compile les histoires écrites entre 1974 et 1976. Highway Star, celle de 1975 à 1977. Good Weather qui reprend les histoires écrites entre 1974 et 1980. Short Piece, celle entre 1976 et 1978. Hansel to Gretel dont les histoires ont été publiées entre 1978 et 1981. Et enfin Kibun wa Mo Senso qui sont des histoires écrites entre 1980 et 1981. Toutes ces œuvres elles vont permettre à Otomo d'atteindre un niveau de dessin incroyable et d'affirmer un style narratif très sombre teinté d'humour noir. C'est dans cette période qu'il va connaître un premier gros succès avec Domu, qu'on va voir maintenant. Au début de sa carrière, dans les années 70, la plupart des mangas qui sont produits sont des gekiga ou des mangas de sport, mais il n'y a encore aucun manga de science-fiction pur. Pour rappel, les gekiga, c'est des histoires plus adultes, le terme signifie littéralement dessin dramatique. Otomo, lui, ce qu'il fait vibrer, c'est vraiment la science-fiction, et il déclare qu'il a développé un projet comme Domu pour retrouver son excitation d'enfance. Le but, c'est de ramener du réalisme et de la crédibilité au genre. L'histoire de Domu commence par une vague de suicides étranges qui intrigue la police. En effet, dans une zone résidentielle, 25 morts sont recensés dans le même bâtiment. L'inspecteur Yamagawa est chargé de l'enquête et il remarque notamment que chaque mort a perdu un objet particulier. Alors que l'enquête progresse, l'inspecteur Yamagawa lui-même met fin à ses jours. L'histoire va alors se centrer autour d'enfants au pouvoir télékinésique, qui jettent les bases de sa future œuvre Akira, et aborder la question de l'enfance. Otomo se serait inspiré d'un fait divers qui a eu lieu en 1972 dans la cité HLM Takashi Madaira, dans un arrondissement de Tokyo, et dans lequel a eu lieu une vague de suicides. Cette œuvre d'Otomo, elle va vraiment marquer parce qu'elle a une mise en page très cinématographique. Domu, ça va être prépublié entre 1980 et 1981 dans le magazine Action de luxe de la Futabasha, puis ce sera compilé en un tome en 1983, enrichi de quelques planches supplémentaires. L'œuvre recevra plusieurs prix, notamment en 1981 avec le prix d'excellence remis par l'Association des auteurs de BD japonais, qui est un prix remis depuis 1972. Parmi les lauréats de ce prix, on a par exemple Osamu Tezuka en 1975 avec son œuvre Blackjack. Domu recevra également en 1983 le Grand Prix de la science-fiction, ou Grand Prix Nihon SF, qui est remis depuis 1980
par la SFWJ, qui est une organisation japonaise d'auteurs de SF, et il recevra également le prix Seiyun du meilleur manga en 1984. Le prix Seiyun, c'est un prix prestigieux qui a récompensé des grands artistes comme Hayao Miyazaki avec Nausicaa de la vallée du vent, ou encore Naoki Urasawa avec Pluto. En France, Domu, traduit par Rêve d'enfant, sortira en 1991 aux éditions Les Humanoïdes Associés, fondées notamment par l'immense Mobius en 1974. Donc voilà, Domu c'est le premier gros succès d'Otomo, ça s'est écoulé à 500 000 exemplaires au Japon. Dans cette œuvre, Otomo va poser vraiment les bases de ce qui sera son œuvre majeure, Akira. On est maintenant en 1982 et Otomo va démarrer ce qui sera son œuvre la plus célèbre et qui sera également une légende du manga et de l'animation japonaise, Akira. Cette fois-ci, c'est avec la Kodansha et le Young Magazine que Otomo va travailler. Voici d'ailleurs la première illustration publiée dans le magazine pour annoncer la sortie de cette nouvelle série. Illustration dont Otomo serait peu fier d'après ses déclarations. A la base, la série devait comporter seulement 10 chapitres et Otomo n'avait pas vu venir le succès qui allait arriver. Finalement, l'œuvre sera publiée pendant 8 ans et représentera 2000 pages de dessin. Dans cette œuvre qui s'inscrit dans un monde post-apocalyptique, Otomo va exploiter les thèmes dont il avait déjà jeté les bases dans ses précédentes œuvres, comme la télékinésie. Avec Akira, Otomo va réinventer la manière d'approcher le manga qui depuis les années 50 était très influencé par la patte d'Osamu Tezuka. L'histoire d'Akira se déroule en 2019 dans une ville appelée Neo-Tokyo, qui est une mégalopole ravagée par des bandes de motards drogués et violents. Neo-Tokyo, c'est une des rares villes à avoir survécu à une explosion mystérieuse ayant déclenché la Troisième Guerre mondiale 30 ans auparavant. C'est dans ce contexte qu'on va suivre Tetsuo, un jeune faisant partie d'un groupe de motards, qui une nuit va faire un accident de moto en essayant d'esquiver un jeune garçon. Suite à cet accident, il va être capturé par l'armée japonaise et servir de cobaye à un programme militaire qui vise à repérer et former des gens qui ont des pouvoirs psychiques. Tetsuo va finir par s'évader et va tester ses nouveaux pouvoirs dans le but de devenir un leader, ce qui va fortement déplaire à son ancien chef Kaneda. En parallèle du parcours de Tetsuo, on suit une intrigue autour d'Akira, un enfant doté de pouvoirs psychiques particulièrement puissants. Ce dernier va devenir un symbole de la révolution et va être considéré par ce mouvement comme un sauveur par ses fidèles. Tetsuo va alors se retrouver au milieu d'un conflit entre ces révolutionnaires et le pouvoir déjà en place. Donc comme vous pouvez le constater, on retrouve pas mal d'éléments des œuvres précédentes d'Otomo, et notamment de Domu. Pour la petite anecdote, on retrouve des clins d'œil au manga Tetsuji Nijuhashi, Kaneda qui partage le même nom que le docteur Kaneda de Tetsuji Nijuhashi, Tetsuo qui a le même prénom que le fils du professeur Shikishima, ou encore Akira qui est le 28e sujet d'expérimentation. Akira sera publié par la Kodansha dans le Young Magazine entre 1982 et 1990, puis sera compilé en 6 tomes entre 1984 et 1993. Le succès il est immédiat puisque chaque volume va s'écouler au moins à 700 000 exemplaires. Le manga va recevoir plusieurs distinctions. D'abord le prix Kodansha dans la catégorie Seinen en 1984, puis le prix Eisner dans la catégorie meilleure édition américaine d'une œuvre internationale en 2002. Le prix Eisner, c'est un prix qui récompense les auteurs de BD pour des œuvres parues aux États-Unis. Il remporte également le Grand Prix du Festival de la BD d'Angoulême en 2015. Le succès est tel que dès 1988 aux États-Unis, puis 1990 en France, le manga va être traduit par Epic Comics et Glénat, alors que le manga est encore peu connu à l'international. On peut dire que c'est en partie grâce à Otomo que le manga s'est popularisé à l'international. À la fin des années 80, pour préparer l'adaptation cinématographique d'Akira, Otomo décide de créer son propre studio, Mushroom. Ça va vraiment marquer un tournant parce qu'à partir de là, Otomo va beaucoup plus se consacrer à la réalisation. En 1988, il va alors sortir l'adaptation d'Akira en animation. Avec un budget d'1 milliard de yens, soit 9 millions de dollars, ça en fait à l'époque le film d'animation le plus cher de l'histoire japonaise. L'histoire du film elle est presque la même malgré quelques différences majeures, notamment la disparition ou la modification de certains personnages clés. Ça s'explique notamment par le fait que le manga était toujours en cours de publication au moment de la sortie du film. A ce jour, le film il aurait rapporté environ 55 millions d'euros. Plus qu'un succès commercial, Akira c'est une véritable révolution culturelle. Beaucoup d'analystes ont même déclaré qu'Akira était le fer de lance d'une nouvelle vague dans le manga au Japon. Les adeptes de cette nouvelle vague s'inspirent des codes traditionnels du manga pour les remodeler de manière inédite en faisant abstraction des exigences commerciales. Parce que comme vous le savez sans doute, les mangaka au Japon ils se considèrent plus comme des artisans que des artistes et ils sont complètement dépendants de leur maison d'édition et par extension du marché. L'autre impact majeur du travail d'Otomo avec Akira, c'est la mise en scène cinématographique. Avec ce banger, il a établi de nouvelles normes en termes de qualité pour les films d'animation. Donc voilà pour l'arc Akira, il y a encore énormément de choses à dire mais je vous invite à checker d'autres sources. Le sujet Akira il est hyper vaste, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes et d'analyses qui circulent et je vais pas pouvoir tout traiter dans la vidéo. Pour reprendre un peu, en 1982 quand sort Akira, Otomo il a déjà une dizaine d'années d'expérience dans le manga et à moins de 30 ans il a un niveau monstrueux en dessin. Mais comme toutes les légendes, il va pas s'arrêter là et il va continuer à être très prolifique, notamment dans la réalisation. Comme on a vu précédemment, Otomo il est déjà branché par la réalisation depuis un bon moment.
On peut le remarquer avec le style de ses œuvres qui sont très cinématographiques. À 25 ans, au début des années 80, il avait déjà réalisé un film d'action d'environ 1 heure pour lequel il avait dépensé environ 5 millions de yens, soit environ 6 000 euros. Et c'était une sorte de projet test pour lui. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver d'image, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez quelque chose. En 1982, il fait vraiment ses débuts dans l'animation en tant que concepteur de personnages pour Armageddon Genma Wars de Rintaro. Rintaro, de son vrai nom Shigeyuki Hayashi, c'est un réalisateur de légende et il a travaillé notamment sur Le Roi Léo en 1966, la série Astro Boy entre 1963 et 1966 ou encore Metropolis en 2001. En vrai les gars, ce mec c'est un ancien de fou et je pense qu'il mérite vraiment une vidéo. En travaillant sur Armageddon, Otomo il va gagner en confiance et commencer sérieusement à envisager de faire ses propres films d'animation. En 1983, il a également eu une expérience de character designer pour le film Crusher Joe de Yasuhiko Yoshikazu, notamment aux côtés d'Akira Toriyama et Rumiko Takahashi. Il supervise même des OAV de Violence Jack, une des œuvres de Go Nagai. En 1987, Otomo participe au projet Mani Mani, qui est un recueil de 3 courts-métrages inspirés des œuvres de Taku Mayumura et réalisés respectivement par Rintaro, Yoshiaki Kawajiri et lui-même. Celui qu'il va réaliser s'appelle Construction Cancellation Order. Dans cette histoire, on suit Tsutomu Sugioka, qui a pour mission d'arrêter un projet de construction entièrement réalisé par des robots. Ces derniers vont refuser d'arrêter, et Sugioka va alors chercher le cœur du système pour tout stopper. Toujours en 1987, Otomo va participer au projet Robot Carnival, qui est un recueil de 9 courts-métrages. Il va travailler sur la première partie, Opening, et sur la dernière, Ending. Dans Opening, on se retrouve dans le désert, où un garçon tombe sur une affiche annonçant l'arrivée du robot Carnival. Alors qu'il court prévenir son village, une énorme machine remplie de robots apparaît. Dans Ending, cette machine maintenant délabrée se retrouve bloquée par une dune dans le désert. On a alors un flashback nous montrant le passé de cette machine qui autrefois était une source de joie dans les villages où elle passait. En France, la première diffusion elle était sur Arte en 1998. En 1991, donc après Akira, Otomo va travailler sur un nouveau film d'animation, Rujin Z. Dans cette histoire, on suit Kijuro Takazawa, qui est un vieil homme de 87 ans. Il fait partie d'un programme d'essais médicaux consistant à brancher le vieil homme dans un lit robotique. Il s'avère que ce lit est habité par l'esprit de la défunte femme de Kijuro, et à partir de là, on suit les périples de la machine qui devient autonome. Pour ce film, Otomo sera à l'origine du scénario et de la conception des machines. La réalisation, elle, sera confiée à Hiroyuki Kitakubo, qui avait notamment travaillé sur la série Mobile Suit Gundam en 1979, mais également sur Akira en tant qu'animateur. Malgré son amour pour l'animation, Otomo n'abandonne pas pour autant le manga papier. En 1990, il va envoyer Mother Sarah. C'est une histoire où la Terre est un désert empoisonné suite à une guerre nucléaire. Les humains se sont alors organisés pour vivre dans des colonies en orbite. Je vous en dis pas plus, vous pouvez vous le procurer assez facilement. Pour ce manga, Otomo se chargera de l'écriture et le dessin sera confié à Takumi Nagayasu. Le manga sera publié entre 1990 et 2006 par la Kodansha, puis sera compilé en 7 tomes. On est maintenant en 1995 et Otomo va poursuivre son chemin dans l'animation. Il va sortir Memories, qui est une compilation de 3 courts-métrages. C'est tiré du manga d'Otomo sorti en 1981 et qui s'appelait Kanojo no Omoide. Il va confier la réalisation de 2 de ses courts-métrages à Koji Morimoto et Tensai Okamura. Koji Morimoto, il a notamment travaillé sur la série Cobra en 1982 et sur Kiki la petite sorcière en 1989 en tant qu'animateur. Sur Memories, il se chargera de réaliser Magnetic Rose. Le deuxième court-métrage, Stink Bomb, sera confié à Tensai Okamura. Lui aussi c'est un ancien, il avait par exemple travaillé sur Ghost in the Shell en 1995, puis plus tard sur Cowboy Bebop et Blue Exorcist plus récemment. Otomo lui se chargera de la réalisation du troisième court-métrage, Cannon Fodder. L'histoire ici est centrée autour des habitants d'une ville qui sont entièrement dévoués à l'entretien de canons super grands qui surplombent la cité. Bon, comme vous l'avez compris, Otomo c'est un gars super prolifique et je vais pas revenir sur toutes ses réalisations, ce serait interminable. Je vais donc passer directement sur 2 grosses références. D'abord Metropolis en 2001, qui est une adaptation d'un manga d'Osamu Tezuka. Ce film il est réalisé par Rintaro, donc l'ancien qu'on a vu juste avant, mais le scénario il est conçu par Otomo. C'est une histoire qui se déroule dans une ville futuriste, Metropolis, où cohabitent humains et robots. On suit alors une enquête autour d'un savant accusé de trafic d'organes. L'autre film de référence d'Otomo, c'est Steam Boy. Il va le coécrire avec Sadayuki Murai et le réaliser lui-même. Le film va sortir en 2004 après presque une dizaine d'années de travail. Dans Steam Boy, Otomo explore à nouveau le thème des mechas. Cette histoire se déroule au 19e siècle où on suit Ray Steam, le fils et petit-fils d'inventeurs de machines à vapeur. Alors que son père et son grand-père ont disparu depuis plusieurs mois après leur départ en Amérique, il reçoit un colis contenant une boule métallique appelée Steam Ball. La fondation Ohara, qui a financé les recherches des 2 inventeurs, veut alors s'en emparer. A partir de là, Ray va s'enfuir et on va suivre ses péripéties.
Contrairement à ses œuvres précédentes, Steam Boy est beaucoup moins violent et s'adresse à un public beaucoup plus large. Avec un budget de 2 milliards de yens, soit 20 millions de dollars, Steam Boy est un des films d'animation japonais les plus chers. Avec une recette internationale à environ 10 millions de dollars, on peut dire que le film est plutôt un succès. Le film mêle 2D et 3D, et un gros travail de recherche a été effectué pour retranscrire au mieux l'atmosphère de l'Angleterre du 19e siècle. Comme pour les parties précédentes, j'ai pas cité toutes les œuvres d'Otomo. Je pense que vous avez compris à quel point il est prolifique et je devais faire des choix pour rendre la vidéo plus digeste. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'après une dizaine d'années à dessiner des mangas, il va se consacrer à la réalisation. Il va mettre le pied à l'étrier dès les années 80 avec un projet perso, puis il va faire ses premières armes en tant que character designer sur Armageddon. Il va ensuite s'attaquer à Akira qui sera un temps fort de sa carrière, puis il va prendre en charge des projets de plus en plus gros et s'imposer en tant que réalisateur. Mais sa curiosité artistique, elle va pas s'arrêter là, et il va s'attaquer à des projets en prise de vue réelle. Donc en 2006, Otomo c'est un mangaka et un réalisateur de films d'animation reconnu à l'international, et il veut maintenant s'attaquer à des projets en prise de vue réelle. C'est ce qu'il va faire avec Mushishi, c'est une adaptation du manga de Yuki Urushibara. Le manga lui-même avait été un succès avec notamment un prix de la Kodansha 2006 dans la catégorie Seinen. Dans le film réalisé par Otomo, on suit Yoki, recueilli par Nui, une experte en mushi qui sont des créatures magiques. Yuki, qui a le don de percevoir les mushi, va alors se renommer en Ginko, et on le suit à travers des enquêtes. Le film il a un succès relatif, mais il a quand même été présenté à la sélection officielle à la Mostra de Venise en 2006. Dans un registre complètement différent, Otomo va réaliser le clip de la chanson Juku Atashi de l'artiste Aya Nakano en 2016. Otomo est fan de la chanteuse, et il avait déjà dessiné la cover de son album Warui Kusei en 2014. J'ai pas trouvé ça fou personnellement, mais il fallait que je vous le présente. Comme vous pouvez imaginer avec l'ensemble de ses œuvres, Otomo il a reçu beaucoup de distinctions. Ça avait commencé avec Domu pour lequel il avait reçu en 1981 le prix d'excellence de l'Association des auteurs de bande dessinée japonais, en 1983 le 4e Grand Prix Nihon SF, puis en 1984 le 15e prix Seiyu. Pour Akira, il avait également été récompensé par le 8e prix du manga Kodansha en 1984, le prix Harvey de la meilleure réédition étrangère en 1990. Pour rappel, le prix Harvey, c'est un prix de BD qui récompense les œuvres parues en anglais en Amérique du Nord. Il a encore reçu ce prix en 1992, 1993 et 1996, toujours pour Akira. Et en 2002, il reçoit le prix Eisner de la meilleure édition américaine d'une œuvre internationale, encore pour Akira. En 2005, il va avoir l'honneur d'être chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France, puis officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2014. Je vais terminer avec une dernière récompense symbolique, celle du ruban pourpre de l'État japonais en 2013. Pour rappel, le ruban pourpre il a été notamment décerné à des grands noms du manga comme Shigeru Mizuki en 1991 ou encore Tetsuya Shiba en 2002. Pour bien comprendre l'impact du travail d'Otomo, il faut remonter à l'époque des Gekiga. En effet, Otomo, avec son approche très réaliste et cinématographique, mais teintée d'exagération propre au style japonais, est le pont entre les bases posées par Osamu Tezuka, le mouvement Gekiga et la BD européenne. C'est ce mélange qui en a fait un style unique. On remarque par exemple qu'Otomo n'hésite pas à dessiner des personnages qui reprennent volontiers les traits physiques des japonais eux-mêmes. Dans cette vidéo, j'ai essentiellement parlé du travail d'Otomo, mais je voulais également vous parler de l'homme derrière l'artiste. C'est quelqu'un décrit comme étant sophistiqué, mais également très simple. Loin de jouer les faux modestes, il n'en reste pas moins très humble grâce à son côté perfectionniste. Il serait très attaché à ses racines provinciales, et également friand de beuverie entre amis. C'est évidemment un amoureux du cinéma et d'autres arts comme la musique ou la littérature. Il a cependant une particularité qui dénote dans la culture japonaise. En effet, les Japonais sont réputés pour avoir des règles de communication assez strictes, évitant les conflits et les paroles abruptes. Otomo, lui, est réputé pour avoir un véritable franc-parler, ce qui surprend souvent les interprètes étrangers. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à donner son avis, à faire valoir ses principes, et c'est ce qui lui a permis de garder une certaine authenticité dans son travail. On l'a déjà vu un peu dans cette vidéo, mais Otomo c'est pas seulement un mangaka. Mais ce n'est pas non plus seulement un cinéaste. En effet, tout au long de sa carrière, il a travaillé sur des projets de nature très différentes. Des visuels pour des affiches, des covers de livres ou d'albums, des affiches publicitaires, des logos pour des entreprises ou encore des éléments graphiques pour des jeux vidéo. Il a notamment travaillé sur des fresques pour l'aéroport de Sendai ou encore pour l'inauguration d'une place sur le campus d'Okayama de l'Institut technologique de Tokyo. On peut citer également le digital art qu'il a réalisé pour le Shibuya Scramble Square. Évidemment, j'ai pas cité toutes ces créations, ce serait trop long et forcément il y aurait des oublis. Pour terminer cette vidéo, il me semblait important de revenir sur l'héritage laissé par Otomo et sur l'influence qu'il a eue sur les artistes qui l'ont suivi. Parmi les artistes qui revendiquent cette influence, on peut citer Naoki Urasawa, l'auteur de Monster ou encore plus tôt, qui a déclaré « Osamu Tezuka a créé la forme qui existe aujourd'hui, puis les caricatures sont apparues, et la bande dessinée a de nouveau changé lorsque Katsuhiro Otomo est entré en scène. Je ne pense pas qu'il y ait encore de la place pour d'autres changements. » On a également Hiroya Oku, le créateur de Gantz,
Masashi Kishimoto, le père de Naruto, qui déclare notamment qu'Otomo fait partie de ses 2 plus grosses influences et qu'il essayait d'imiter son style pendant qu'il développait le sien. Et il y a également d'autres artistes moins populaires mais tout aussi talentueux comme Hisashi Eguchi, Naoki Yamamoto ou encore Makoto Aida. Côté jeux vidéo, Otomo a également une certaine influence sur des concepteurs comme Yuji Horii, l'un des principaux créateurs et scénaristes de Dragon Quest. Enfin, côté cinéma, on peut citer le réalisateur américain Rian Johnson, qui a revendiqué des similitudes entre Domo et Looper, particulièrement dans la représentation de la télékinésie. On arrive enfin à la fin de cette vidéo, bravo si vous êtes encore là. J'ai pris pas mal de temps à faire les recherches et c'était vraiment pas évident de tout démêler avec le nombre d'œuvres que Otomo a pondues. Comme vous venez de le voir, c'est un immense artiste ultra prolifique et qui a laissé son empreinte dans le manga. N'hésitez pas à compléter dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Je compte également sur vous pour lâcher vos meilleurs pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.